Quelque chose, vous allez savoir. Madame. Je suis consciente que de donner de l'émotion à quelqu'un, ça lui nuit. Mais le tout pas assez, mettons. Pas assez que tu sais. Avez-vous quelque chose à dire sur ça? OK. On va regarder l'affaire d'émotion. Excusez. On va essayer. On va faire une lecture sur l'émotion. Ils disent, premièrement, l'émotion, ça vous nuit parce qu'elle n'est pas intelligente. Je ne parle pas de vous, là. Je parle de l'homme. Pour que l'émotion soit utile, pour l'homme, il faut qu'elle soit très unie au mental. Exemple. Vous allez dans un musée, vous voyez une grande pièce d'art, ça vous met en vibration parce que le principe de l'esthétique ou le principe de la beauté avec l'esprit est très, très, très présent. Ça vous amène des larmes. Ça va durer quelques secondes, puis après ça, ça coupe sec. Il dit ça, c'est un exemple d'une émotion intelligente. Donc, l'émotion, elle vous sert à quoi? Il dit ça vous sert à mesurer l'intensité de la production artistique, la grandeur du chef-d'œuvre. Où l'homme perd de l'intelligence dans l'émotion, c'est surtout dans ses relations humaines, dans le couple, là, l'éducation des enfants, quand ça nous touche de proche. Regardez ce qu'ils disent ça. Il dit, dans vos vies intimes, il dit, vous utilisez l'émotion pour vous sécuriser. Fait que la femme, elle va donner beaucoup d'affection à ses enfants, beaucoup d'amour à ses enfants, mais c'est pour se sécuriser elle. Il dit ça, c'est pas intelligent, parce qu'il dit, peut-être que vos enfants ont besoin d'un petit peu moins d'affection pour être bâtis un petit peu plus solidement dans leur ego. Fait que, pour eux autres, donner une affection comme ça, une surabondance d'affection à l'enfant, parce que vous vous sécurisez, vous, comme mère, il dit, c'est pas une émotion intelligente. Il dit, quand vous utilisez l'émotion, il dit, vous êtes censé l'utiliser toujours en fonction d'un principe d'ordre. Il faut que ça mène à de l'ordre de l'émotion. Si l'émotion amène à un désordre, ce n'est pas une émotion intelligente. Il faut que ça amène de l'ordre. Il faut que ça soit intelligent. Il faut que ça aille. Si l'émotion ne fait que supporter, puis supporter, puis supporter, éventuellement, c'est plus bon parce que vous empêchez l'autre de grandir. Il dit, en tant qu'humain, il dit, vous êtes animalisé dans vos émotions. Il dit, vos émotions ne sont pas supportées par votre esprit. Il dit, elles sont mises en vibration par votre âme. Fait qu'il dit, à ce moment-là, vous perdez la valeur de votre émotion. Puis il dit, vous n'êtes pas capable d'aider l'autre à grandir. Il dit, en ce qui concerne vos émotions, il dit, vous êtes tout à l'envers sur la terre. Puis il dit, en relation avec le développement d'une conscience plus mentale, mais là, le corps émotionnel va s'ajuster à ça, puis tout. Il y a un gros déphasage au niveau de l'émotion. C'est intéressant, cette affaire-là. Il dit, l'émotion, c'est ce qui est de plus utilisé dans l'expérience de la conscience expérimentale sur la Terre pour faire divaguer l'homme et y faire vivre de l'expérience. Il dit toujours surveiller où votre émotion vient en conflit avec l'intelligence. Il dit pas votre intelligence, l'intelligence, ce qui est intelligent. Parce que vous pouvez rationaliser que l'émotion que vous manifestez est nécessaire.
Moi, je vous donne un exemple, mais c'est un exemple hors contexte. Moi, ma mère, quand elle est morte, j'attendais à savoir depuis très longtemps, pour toutes sortes de raisons. Puis quand elle est morte, j'étais allé à l'église, là, parce que ma famille était là, et ainsi de suite. Puis, je regardais ce qui se passait avec un petit peu comme un observateur, là, parce que je n'étais pas impliqué émotivement dans tout le phénomène. Tout d'un coup, j'ai eu une petite larme dans le coin de l'œil. Fait que j'ai dit, c'est quoi cette affaire de larme-là? Il dit, c'est pour la famille. Ça, c'est une émotion intelligente. Tu comprends? Fait que ça va loin, l'intelligence de l'émotion. Ça ne veut pas dire que j'aimais pas ma mère. Mais j'étais content qu'elle soit rendue de l'autre bord parce qu'elle est mieux là qu'ici. Fait que quand il y a eu la petite larme, j'ai dit, c'est quoi cette affaire? Parce que j'aime ça comprendre. Ils ont dit, c'est pour la famille. Ah, j'ai dit, c'est pas de problème. Ma famille, ça broyait, puis voilà. Puis il fallait que j'aie une petite larme, parce que si j'avais été trop mental, la famille aurait été scandalisée. Il aurait dit, il n'aime pas sa mère. C'est pas que j'aimais pas ma mère, c'est que je suis trop mental pour vivre ce que le monde vive dans un salon mortuaire. Fait que c'est intéressant l'affaire. Fait que ça répond à votre question un petit peu? Puis regardez votre cas, au niveau, en ce qui vous concerne. Elle a toujours peur de faire mal. Elle a toujours peur de faire mal. En ayant peur de faire mal, elle ne peut pas tester jusqu'où elle peut aller dans l'application de l'intelligence dans l'émotion. Fait que... Fait qu'il dit, ça devient difficile pour elle de mettre le point sur sa maturité émotionnelle. Ça, c'est le problème des parents, par exemple, qui élèvent les enfants. Les parents, ils ont tout peur. Ils ont peur de discipliner leurs enfants. Je fais-tu la bonne affaire? Je fais-tu pas la bonne affaire? Je vais appeler ma chum pour voir si je fais la bonne affaire, ou je vais lire un livre de pédagogie pour voir si je fais la bonne affaire. C'est un gros problème, l'émotion, chez l'être humain. Surtout dans l'éducation de nos enfants qu'on aime, et ainsi de suite. On le discipline-tu ou on le discipline pas, tu sais. Fait que ça fait toute partie de l'inconscience de l'homme, ça. Ils disent que le développement de l'intelligence, de l'émotion, de l'intelligence dans l'émotion, ça sera le plus grand travail fait au niveau de la conscience de l'homme sur la Terre. On parle de l'homme en évolution de conscience. C'est très intéressant, l'émotion. Il dit, si vous voulez commencer à la comprendre, il dit, regardez-la toujours en fonction de ce que ça vous empêche de faire. Si ça vous empêche de faire quelque chose, c'est parce qu'il n'y a pas d'intelligence dedans. Si l'émotion vous empêche de discipliner votre petit gars, c'est parce qu'il n'y a pas d'intelligence dedans. L'émotion n'est pas censée vous empêcher de discipliner votre petit gars. L'émotion est supposée d'être la plateforme, la source de l'énergie, de colère, un petit peu que vous avez besoin pour discipliner votre petit gars, puis ensuite rebalancer la vibration pour qu'il sente que vous l'aimez. Ça marche? OK. C'est quoi de l'ordre pour eux autres? De l'ordre? Oh, ça, c'est intéressant. Je reviens à vous, M. Henry. C'est bien des choses de l'ordre. Ils disent de l'ordre, c'est de la paix, de l'équilibre au niveau des femmes puis leurs relations. Ils disent c'est un principe qui fait partie de... Voyons. C'est un principe universel de l'esprit en relation avec ce qu'on appelle, nous autres, la beauté. Quand il y a de l'ordre, c'est de la beauté. Le désordre, c'est une absence de beauté. Va dans la maison de quelqu'un,
Puis tu vas voir, d'après le degré d'ordre, le niveau d'ordre, son état mental. Quelqu'un qui est dans dépression, il n'y aura pas d'ordre dans la maison. Quelqu'un qui fonctionne, qui a une famille bien ajustée, qui a un travail qui est relativement heureux, il va avoir plus d'ordre dans la maison. L'ordre, c'est connecté à la beauté. Il y a beaucoup de désordre maintenant dans notre civilisation. Pourquoi? Parce que la civilisation est extrêmement stérilisée. Il y a beaucoup de désordre dans la musique, il y a beaucoup de désordre dans le vêtement, il y a beaucoup de désordre dans tout le bruit. La beauté est une manifestation de l'ordre. Non, c'est pas une manifestation. C'est une mesure de l'ordre. Ouais. Moi, j'aime ça voyager, là, puis c'est rendu difficile pour moi de voyager. Où est-ce que je vais, là, tu sais, aller où est-ce que je vais, c'est bien difficile. C'est rendu un problème pour moi de voyager. Il y a tellement de désordre, il y a tellement de bruit, il y a tellement de ci, il y a tellement de ça, tu sais. Faut que je choisisse mes spots. Ah. C'est chaos partout. C'est chaos partout, il va y en avoir plus. C'est très intéressant, l'affaire de l'ordre. Pour écrire un livre, ça. Oui, allez. Au point de vue scientifique, il y a l'entropie qui constitue un problème, si on veut, de dégénérescence énergétique. Est-ce qu'il y a un lien avec l'ordre, la beauté, tout ça, comme étant l'envers de ce produit de futur? Il dit l'entropie, c'est pas tellement un problème de dégénération d'énergie. Il dit c'est un problème d'excrécence de l'énergie, parce que l'énergie, il faut qu'elle se manifeste. Puis elle se manifeste en perdant son niveau vibratoire élevé pour descendre vers le bas. Si on n'avait pas ça, il n'y aura pas d'échange. À ce moment-là, il n'y aura pas de différentiel. Puis en n'ayant pas de différentiel, mais on ne pourra pas bénéficier de l'énergie. Fait que c'est nécessaire. Ça fait partie des lois de la mécanique. T'sais. Mais au niveau de l'ordre, on a un problème parce qu'on est arrivé à un niveau dans notre civilisation où présentement, là, surtout d'après la Deuxième Guerre mondiale, on commence à vivre la destruction de la femme. La destruction de la femme, c'est nécessaire pour libérer l'homme, mais à un niveau inconscient. Le mouvement hippie des années 60, ça faisait partie de ça. Les Beatles, la musique, le rock, les changements extrêmes dans le vêtement, ainsi de suite. Bon, mais ça faisait partie de la libéralisation des mœurs. C'était nécessaire pour créer dans le monde une autre ouverture au niveau de l'homme économique, pour le libérer de ce qu'on appelait avant l'homme politique. La destruction des idéologies, ainsi de suite, qui ont extrêmement enfermé l'homme sur lui-même, puis l'ouverture de l'homme au niveau économique, là, ce qu'on appelle depuis ce temps-là la grande libéralisation. Alors, mais il y a un grand prix à payer pour ça, puis on paye le prix. On paye le prix. En tant qu'humanité, en tant que civilisation, on paye le prix. Ça va durer un certain temps, puis ça va s'ajuster, puis ça va revenir. Puis on va revenir éventuellement dans un nouvel ordre, d'autres modes un petit peu plus harmonisés, et ainsi de suite. Mais j'ai hâte que ça arrive. Où il y a de l'ordre, là, où il y a un certain ordre, c'est dans la science des automobiles, là. La beauté des autos. On se récupère. Ça, c'est intéressant, la beauté des autos. Il dit, la beauté des autos, il dit, elle est le résultat du fait que vous êtes arrivé à un âge de perfectionnement. Fait que l'âge de perfectionnement est connecté avec notre science puis notre acuité scientifique. Fait que là, on a des belles autos, des beaux avions, et ainsi de suite. Là, il y a un ordre, là. Mais par contre, c'est plutôt au niveau émotionnel qu'on on vit des grands désordres. Au niveau émotionnel religieux, au niveau émotionnel psychologique, c'est au niveau de l'identité de l'individu qu'il y a un grand désordre. Au niveau de la matière, il y a des grands ordres. On fait des grandes choses au niveau architecture, on fait des grandes choses au niveau engineering, on fait des grandes choses au niveau mécanique, on fait des grandes choses. En science, on avance très très rapidement, on fait des belles choses, malgré qu'il y a un arrière-plan là où on fait beaucoup de destruction parce qu'on ne connaît pas les lois de conséquences, donc il y a beaucoup de pollution dans le monde, dont on va payer très cher le prix au 20e siècle, au 21e siècle. Puis, mais au niveau individuel, il y a beaucoup de désordre. Tandis qu'avant, il y en avait du désordre au niveau individuel, mais c'était pas le même genre de désordre. Aujourd'hui, là, c'est un désordre qui est très, très fracassant. Mais ça fait partie du fait que l'individu, l'homme involutif, inconscient, est en train de chercher une identité.
Fait qu'on se cherche une identité en se mettant des pendants d'oreilles ici, puis au nombril, puis des peintures sur le corps, puis toutes sortes de choses qui créent des chocs aux vieilles générations, mais qui, pour les jeunes, ça fait partie d'une nouvelle identité. Puis dans 2000 ans, on va regarder en arrière, puis on va voir les gars d'aujourd'hui ou les gens d'aujourd'hui, on va dire, ces gens-là, c'était des saints comparé à nous autres, techniquement. C'est comme les Égyptiens, on avait trouvé un papyrus égyptien où on disait que dans le papyrus, que la génération avant était beaucoup plus sage que la génération d'aujourd'hui. Puis ça, c'est là 3000 ans. Donc, tu regardes des pays des années 60, c'est dans la crème glacée comparé avec ce qui se passe aujourd'hui, tu sais. Fait qu'imagine-toi, mais quand on va tomber au niveau des rollerballs dans 10, 15, 20 ans, là. Fait que, puis il y a des choses qu'on ne peut pas savoir. En tout cas, il y a des choses que moi, j'ai pas le droit de parler en public. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas savoir, puis c'est bon qu'on ne sache pas. Mais il y a des choses très énervantes qui vont se produire dans l'avenir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'homme a besoin de grands chocs pour stabiliser ses énergies. C'est comme les Américains, l'affaire de New York. Ça a pris des grands chocs à la tour de New York, qui est le grand centre symbolique mondial de la finance, pour que les Américains ajustent leur politique étrangère. C'est pas encore fait, par exemple. Bon, ça va se faire. Oui, ça va se faire. Ils sont obligés de le faire. Parce que c'est pas des sans-dessins, les Américains. Là. On parle de l'élite. Là. Ils vont le faire. Puis les Américains, avec le temps, au lieu d'être une grande puissance, ils vont devenir un grand leader. Ça va être un grand leader. Là, ils sont une puissance. Un jour, éventuellement, ils vont devenir un grand leader dans le monde. Parce qu'ils ont trop de puissance militaire, ils ne peuvent pas partir, ils ne vont pas partir. Mais le choc, ça l'a ajusté. C'est dur de contrôler le pouvoir, c'est dur de maîtriser le pouvoir. Regardez-vous dans vos industries, là, quand vous êtes chef de corporation, chef d'un département à l'hôpital, chef d'un département des écoles. C'est très dur. L'ego a besoin du pouvoir pour se donner de l'identité. C'est la même chose au niveau des nations. Quand tu prends des pays comme les Américains qui sont extrêmement puissants, puis ce qu'on sait d'eux autres au niveau science aujourd'hui, c'est ce qu'on voit publier, là, ce qui est sorti, c'est pas ce qui se fait dans les laboratoires. La politique américaine, c'est de toujours être 5 ans en avant sur ce que le monde sait. Donc, ça va te donner une idée. Ils ont gardé le stealth bomber secret pendant 10 ans avant de l'utiliser dans le Desert Storm en Afrique. 10 ans. C'était caché dans un hangar à Los Angeles. Personne ne le savait. Fait que là, regardez, contrôler, avoir le pouvoir, avoir du pouvoir en tant que nation, c'est très difficile. C'est pour ça que les gens qui critiquent trop les Américains ne savent pas, connaissent pas, réalisent pas jusqu'à quel point c'est un grand peuple. Oui? Il y a beaucoup de satanisme dans le monde. C'est quoi la fonction du satanisme? C'est quoi le satanisme? Ils disent que c'est une astralisation extrême de la conscience humaine. C'est l'astralisation extrême de la conscience humaine en relation avec des entités de basse vibration. Puis la raison que ça existe, le satanisme, c'est parce que... C'est quoi son but final, son objectif? Son but final, c'est de maintenir un lien entre les forces élémentaires et la conscience humaine. C'est le but du satanisme, c'est ce que ça fait. Ça maintient, c'est comme le satanisme, c'est un petit peu comme un fil électrique. Ça fait une connexion entre l'homme, entre l'ego, celui qui pratique le satanisme, ou les sectes qui pratiquent le satanisme, puis les forces élémentaires. Est-ce que c'est bon, le satanisme, ou pas bon? Ils disent que c'est une divagation de l'esprit, c'est pas un code moral ou immoral. C'est une divagation de l'esprit, mais ça peut mener à un code moral ou immoral. Mais c'est une divagation de l'esprit. C'est intéressant. Ça pose-moi d'autres questions là-dedans. C'est bien intéressant. T'as d'autres questions? C'est pas long? Dans cette année, c'est intervenir des sacrifices humains, comment tu perçois ça en haut?
Ils disent il faut intervenir le sacrifice humain, la satanisme, c'est parce que les forces élémentales sont plus puissantes que les forces humaines. Puis ces forces-là, en général, sont les forces qui ont été à l'origine de la destruction de l'Atlantide. Donc, il y a beaucoup de continuité dans le processus de l'évolution. S'ils ont existé. Excusez-moi. Très bien. Là, si l'évolution continuerait, ça mènerait où? L'évolution, elle ne va pas continuer. Elle est en train de changer, l'évolution. Si elle avait été voulue comme continue. Ah, si elle avait continué? Le bout de l'évolution, ça serait quoi? Je comprends pas ce qu'ils veulent dire. OK, je vais dire ce qu'ils disent, puis après ça, je les réétudierai. Ils disent que ça a ramené à la destruction du phénomène d'incarnation. Ça veut dire ça qu'éventuellement, les âmes ne se seraient plus incarnées, puis ça aurait été la disparition de l'humanité. Parce que ce qui maintient la continuité de l'humanité, c'est l'incarnation. À partir du moment où les âmes ne se réincarnent plus, ça aurait été la disparition de l'humanité. Ça aurait été fini. Quel que soit le nombre d'années, ou de siècles, ou de générations. Juste l'humanité ou tout ce qui existe à la Terre? Non, l'humanité. Il se concerne avec l'humanité. Juste l'humanité. Ah. Le dépendant, comment ça serait fait, à quel niveau, quelles auraient été les forces pour faire ça, c'est un autre pain de manche, il faudrait leur demander. Mais techniquement, ça a ramené à la destruction de l'humanité. Donc l'évolution était nécessaire pour qu'on puisse la reproduire. Il dit l'évolution, c'est nécessaire pour le développement de l'ego, puis l'évolution, c'est nécessaire pour le retour à notre source. Parce que l'homme doit passer un jour à une conscience morontielle. Conscience morontielle, ça veut dire que tu es conscient, mais tu n'es pas dans ton corps physique. Fait que tu es conscient. Tu es conscient ailleurs. Pourquoi qu'à ce moment-là, il y a une conception de l'ego? Pardon? Pourquoi qu'il y a une conception de l'ego? Il y a une conception de l'ego parce qu'on n'est pas suffisamment unifié aux autres. L'ego, notre ego, c'est une partie de notre esprit, mais qui n'est pas conscientisée. Donc, une fois que cette partie-là de l'ego est conscientisée, bien, l'ego devient transparent. Donc, à ce moment-là, tu as une fusion, c'est-à-dire une unité entre le mortel et eux autres. Autrement dit, l'homme retourne à son principe universel. Là, à ce moment-là, il peut passer à un autre niveau de conscience, qui est la conscience morontielle. Puis à ce moment-là, il n'y a plus besoin d'habiter un corps physique. Il n'y a plus besoin de vivre ou d'évoluer ou de créer une civilisation à la surface de la Terre. Il en crée une à l'intérieur de la Terre. Mais pourquoi toujours se référer à la matière? Pourquoi ça ne sera pas dans l'invisible? Bien, au niveau morontiel, c'est dans l'invisible. Pourquoi l'ego est venu physiquement sur la Terre? Pourquoi que l'ego... L'ego, c'est le résultat d'une construction psychologique qui est née du fait que, avec le temps, l'âme s'est imprimée suffisamment pour que le mental se développe et produise ce qu'on appelle la réflexion. C'est ça, l'ego. Avant ça, il n'y en avait pas. Mais ça, c'est parce que l'homme avait un contact avec les plans. Même si l'homme était inconscient, il avait un contact avec les plans. Ce contact avec les plans, c'est ce qu'on appelle la pensée. Le chien n'a pas de ça. L'animal n'a pas de ça. La seule différence entre un animal et nous autres, c'est que l'animal n'a pas de contact avec un ajusteur de pensée. Eux autres, ils ont les animaux, ils ont une conscience collective. Ça va tourner, Que les animaux vont avoir un contact avec l'ajusteur de pensée? Non. Non. Donc les animaux sont là juste pour le plaisir de l'homme? Non. Non. Pour l'équilibre terrestre? Il dit, les animaux sont là sur la terre pour permettre à l'âme de vibrer au principe de l'amour. Dans de l'âme, en relation avec l'animal, développe de l'amour. L'amour, c'est pas dans le sens qu'on parle là. C'est le sens d'un lien avec, c'est un sens, dans le sens d'un attachement avec. Les animaux amènent l'âme à évoluer sur la terre. À un niveau très très bas, là, mais à évoluer sur la terre. Si tu prenais un homme là qui serait
qui détruirait les animaux, qui serait mauvais, si tu veux, pour les animaux, là, tu peux être sûr qu'il y a une vibration très négative, une conscience très négative. Donc, les animaux, à cause de leur beauté, notre contact avec eux autres, ainsi de suite, ça met l'âme en vibration. Et ça a permis à l'âme d'aimer la terre. Parce qu'au début, quand les âmes se sont incarnées dans le corps physique, les âmes sortaient du corps physique. Ils s'incarnaient, ils partaient. Ils s'incarnaient, ils partaient. Mais avec le temps, les animaux, la vie, la sexualité, tout ce qui fait partie du phénomène de la conscience expérimentale sur la Terre, au niveau de tous les royaumes, ça a gardé l'âme dans le corps physique. C'est ça qui a permis, c'est comme ça que l'âme a été entrappée. Donc les animaux ont eu un rôle à jouer dans l'entrappement de l'âme sur la Terre, comme la sexualité a eu un rôle à jouer dans l'entrappement de l'âme sur la Terre, puis comme la nourriture a eu un rôle à jouer dans l'entrappement de l'âme sur la Terre. C'était pas facile au début d'empêcher l'âme de sortir du corps. D'ailleurs, ça a été un des grands problèmes qu'ils ont eu ça pour à peu près 2 700 000 ans, eux autres. Pendant 2 700 000 ans, là, il y avait de la difficulté à ce que l'âme rentre dans le corps, puis qu'elle reste là, puis qu'elle vive son timing. Quitte à sortir plus tard. Pas nécessairement mourir, mais quitte à sortir plus tard. Mais au début, ça rentrait, ça restait 10 minutes, puis ça ressortait. Ça rentrait, ça restait 2 jours, ça sortait. Fait que là, avec le temps, ça s'est stabilisé. Puis après ça, il y a eu le phénomène de la mort. Puis le phénomène de la mort, c'est la cristallisation de cette sortie-là. C'est pour ça qu'à cette heure, en général, tu peux plus sortir quand tu veux. Là, à moins que tu te fais suicider, là, tu sors quand tu veux. Mais pour faire ça, c'est parce que tu étais très astralisé. Mais normalement, là, quand tu es dans ton corps physique, tu sors pas quand tu veux. Tu sors quand c'est le temps, tu es bien malade. Puis ton corps éthérique se dissout, puis ton corps astral se dissout. Autrement dit, la connexion avec le corps physique se brise. Là, tu sors. Là, tu es ce que tu appelles mort, autrement dit, tu es sur un autre plan. Mais tu fais pas ça quand tu veux. C'est ça qu'il voulait. Parce qu'il fallait que l'ego se développe. Il fallait que le monde, l'âme rentre, puis que l'âme sorte quand elle veut, mais il n'y aurait pas eu d'évolution sur la Terre. Ça aurait été simplement une expérience astrale à partir des plans qui, dans ce temps-là, n'étaient pas systématisés. Mais aujourd'hui, les plans astraux sont systématisés. Ils font partie d'une connexion universelle avec d'autres univers locaux. Puis c'est très, très structuré, ça. Ça fait partie des grandes lois d'évolution. Il y a les grandes lois karmiques là-dedans. Puis il y a l'utilisation des mémoires immenses de l'humanité pour la configuration des plans de vie, ainsi de suite. Puis, les lois? Une loi, c'est simplement un temps dans l'organisation et le développement des principes de vie. Puis, quand c'est très statué, ça, quand c'est très stabilisé, ça devient une loi. Autrement dit, ça devient fixé dans l'évolution. Une loi, c'est comme un principe qui est fixé, parce que les principes existent au niveau du mental, mais ils ne sont pas nécessairement des lois au niveau de l'astral. Quand c'est fixé, ça, quand c'est bien établi, ça devient des lois karmiques à ce moment-là. Puis tout ce qui vient en dessous de ça est obligé de vivre d'après ça. Tu ne meurs pas quand tu veux, c'est une loi. Fait que si tu te suicides, tu brises cette loi-là, à ce moment-là, tu es obligé de revenir, puis ça leur crée des gros problèmes, eux autres, de gestion. Même si on su avant de naître que tu te suicidais? Ben oui, mais ils peuvent savoir avant de naître que tu peux te suicider, mais ça n'a rien à faire avec eux autres. Ça fait partie de ton expérience à toi. Mais pour eux autres, au niveau de leur expérience, ça devient un problème. Ils sont obligés de traiter avec. Puis c'est parce qu'ils manquent d'expérience au niveau du contact avec l'âme, qui est, pour eux autres, leur propre progéniture. Donc, eux autres sont encore en évolution. Eux autres sont encore en évolution, effectivement. La recherche d'évolution, c'est une recherche d'art. Oh, ça c'est intéressant. Il dit la recherche d'évolution, il dit c'est la recherche d'un grand homme. Un grand homme. C'est quoi le grand homme? Mais là, il faudrait que tu parles avec eux autres et tu dis, mais qu'est-ce qui va se passer dans les millions d'années, là? Puis ils vont dire, mais dans les millions d'années, il va se passer telle affaire. Un grand homme. Il y a un grand homme quelque part. La liberté, ça va être au-dessus de ce temps. La liberté, c'est la capacité de l'homme de sortir de son corps matériel en conscience morontielle pour continuer à maintenir sa conscience en dehors de la matérialité. Fait qu'à ce moment-là, l'âme est rendue dans un autre cycle. Au lieu de retourner en forme astrale puis revenir sur le plan physique, ou c'est là pour son évolution, l'âme, elle ne retourne pas au plan astral, elle s'en va en conscience morontielle, et à ce moment-là, elle fait partie encore de l'humanité, mais à un autre niveau. À ce moment-là,
tu as ce qu'on appelle un plan universel, un plan systémique pour l'évolution de l'âme. Puis à ce moment-là, l'ego est en contact avec l'ajusteur de pensée. L'âme devient la mémoire. Et cette mémoire-là de l'âme est utilisée par l'homme conscient en morosalité pour savoir exactement où est-ce qu'il s'en va, c'est quoi son statut, qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'il veut faire quand il va arriver de l'autre bord de la vie. Parce que quand tu arrives de l'autre bord, il faut que tu saches quoi faire. Pour savoir quoi faire, pardon? Y a-t-il quelque chose d'autre qu'en dehors de la vie? En dehors de la vie, ça n'a pas de fin. En dehors de la vie, La vie, c'est fini en tant que tel. Un jour, ça va finir un jour. Quelle vie? La vie en tant qu'on vit. La vie matérielle? Ouais. La vie matérielle a une limite, mais la vie n'a pas de limite. Et c'est quoi la vie en tant que telle? La vie morocielle, tu parles? N'importe quelle Mais il y en a bien des sortes de vies, là. Il y en a 8. Les dernières vies, là, pour la Terre. Pour l'homme de la Terre, la dernière vie, c'est la vie morocielle. Les autres, on ne va pas parler de ça, là, on ne parle pas des animaux. La dernière vie sur la Terre, là, pour l'homme, c'est la vie morocielle. Puis cette vie-là, une fois que l'homme va rentrer dans cette vie-là, l'homme, à ce moment-là, va avoir ce qu'on appelle une conscience systémique. C'est-à-dire qu'il ne sera plus humain, il va être surhumain, mais il ne sera plus matériel, il va être totalement métaphysique, dans le sens que son corps éthérique, ça va être son véhicule, comme aujourd'hui, son corps physique, c'est son véhicule. Fait que c'est un autre stage d'évolution. Puis ça fait partie d'un autre niveau de vie. À ce niveau de vie-là, l'homme va pouvoir voyager dans le cosmos à volonté. Mais l'homme va avoir des technologies qui n'existent pas aujourd'hui. L'homme va se créer des technologies qui n'existent pas en morosité, parce que l'homme va pouvoir manipuler l'énergie à volonté, comme on manipule la matière, disons. Fait que ça va être une autre vie, ça. Puis probablement qu'après cette vie-là, il y en aura d'autres, mais là, ça va trop loin dans le temps, puis c'est inutile de savoir ça. Ça n'a pas de fin, l'évolution. Si on regarde la fin, là, la fin, c'est quoi l'éternité, par exemple? C'est quoi l'éternité? Il dit l'éternité, ça n'existe pas. Il dit c'est qu'une façon de penser que ça n'a pas de fin. Une façon de penser que les choses n'ont pas de fin, c'est ce qu'on appelle l'éternité. Mais en réalité, ça n'existe pas de choses qui n'ont pas de fin. Donc l'éternité aussi n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il dit tout est en vibration. Tu ne peux pas arrêter un atome, tu ne peux pas geler un atome, tout est en vibration. Il y a des systèmes atomiques très, très, très grands, très vastes qui peuvent être arrêtés, qui peuvent être gelés. Mais sur le plan individuel, sur le plan conscience atomique, ça ne s'arrête pas. Fait que c'est des concepts humains, ça, qu'on peut transférer dans une mathématique. C'est des concepts humains qu'on peut transférer dans une métaphysique. C'est des concepts humains qu'on peut transférer dans une psychologie investigative ou dans une psychologie cognitive. Mais ça n'a rien de réel. Ça fait partie des étapes psychologiques du moi qui veut saisir une infinité quelconque. C'est pour ça que les gens qui ont une certaine fusion, comme moi, par exemple, pour les protéger de savoir, ne peuvent plus penser. C'est pas que penser, c'est pas bon, c'est que penser, c'est plus nécessaire. Fait que quand penser, c'est plus nécessaire, le savoir devient instantané. Fait qu'à ce moment-là, ben, tu peux décrire les lois universelles, mais sans être obligé de les comprendre. C'est un petit peu ma situation. Moi, je comprends rien, mais je sais tout. Je suis bien de même. Mais savoir tout, ça veut dire simplement avoir accès à un certain niveau d'information qui fait partie de la communication télépathique que j'ai avec eux autres. Qui est dû à ton ego qui est conscientisé. Pardon? Qui est dû à ton ego qui est dû, ouais, c'est le résultat de l'ego conscientisé, c'est ça. Ce qu'on appelle un ego conscientisé, là, c'est un ego qui est totalement transparent. Il n'y a plus de réflexion dedans. Quand il n'y a plus de réflexion, il n'y a plus de pensée. Quand il n'y a plus de pensée, le canal est ouvert. À ce moment-là, ben, tu ne peux plus souffrir de ta conscience. Sans ça, ça serait un martyr, ça, cette affaire-là. T'aimerais mieux être ignorant que... Tu sais. Oui? L'éternité, ça n'existe pas. Puis des fois, tu fais... Les éternels. Les éternels. Ah. Il faut qu'on donne des noms à des entités qui vivent dans certains temps. Puis le meilleur nom qu'on peut donner pour le moment, c'est des éternels. Mais si on était en morosité, on leur donnerait un autre nom. Les éternels en conscience morocielle, leur nom, c'est des préchets. Mais préchets, ça ne veut rien dire pour nous autres. On les appelle les éternels ici, avec notre linguistique là, italienne, grecque.
sont en évolution, eux autres, quand même en étant comme un but des éternels. Les éternels ne sont pas en évolution. Les éternels sont des êtres extrêmement intelligents, extrêmement puissants, très créatifs, qui sont stabilisés, et leur fonction, eux autres, leur fonction, leur grand job, c'est que les lois cosmiques ne soient pas bousculées. Exemple, la Terre tourne autour du Soleil. Il ne faut pas que ça soit bousculé, ça. Si la Terre arrête de tourner autour du Soleil, on va avoir des gros problèmes tout à l'heure. Fait que, à ces niveaux-là, leur job au niveau science, parce que c'est de la grande science, c'est de maintenir l'équilibre au niveau des systèmes gravitaires. Ça, c'est leur job. Fait que ça c'est des jobs un peu des éternels. Puis ils ont des grands jobs de même. C'est des travaux de grande envergure. Fait que ces êtres-là ne sont pas en évolution, c'est correct. Ils ne sont pas en évolution, c'est des êtres statutaires, c'est des êtres systémiques. Puis ils sont très, très importants, ces êtres-là, parce que s'ils n'existaient pas, il y aurait des grandes configurations astronomiques dont on serait victime, nous autres, dans le sens que, par exemple, on aurait des planètes qui viendraient frapper notre système, on aurait des comètes qui viendraient frapper notre système, des comètes dangereuses, puis il faut que ça soit contrôlé à partir des plans, ça. Fait que s'il y a une comète qui vient frapper la Terre, par exemple, et qui crée des grands problèmes au niveau de l'expérience humaine, ça va toujours être contrôlé à partir des plans, dans le sens qu'ils vont connaître le degré de dégâts que ça va faire. Mais ça ne sera jamais un dégât plus grand que les autres veulent. Sans ça, la comète, elle aurait été empêchée de venir ici. Ainsi de suite. Puis c'est facile pour eux autres de changer la trajectoire d'une comète parce qu'ils ont le contrôle de la vibration des différents éthers qui existent dans les espaces multidimensionnels du réel systémique. Fait que, ils changent simplement la vibration de l'éther, puis automatiquement le champ de conscience, parce qu'un espace, c'est un champ de conscience, mais c'est un champ de conscience de très, très basse vibration au niveau des atomes. Ils sont capables d'altérer le champ de conscience, puis automatiquement la planète change de direction. Un petit peu comme ça. C'est un petit peu ce qu'on peut faire en science, nous autres, à une petite échelle. Les autres le font à des grandes échelles. Oui? C'est quoi le rôle du karma au début par rapport à l'évolution de l'être? Le karma, ce sont des lois, encore, ce sont des lois astrales qui permettent aux âmes d'évoluer. S'il n'y avait pas de loi karmique, il n'y aurait pas d'évolution au niveau de l'âme. N'ayant pas d'évolution au niveau de l'âme, il n'y aura pas d'évolution au niveau de l'humanité. Donc à ce moment-là, les lois karmiques, c'est comme un check and balance. Tu fais une connerie, tu ne payes pas. Tu ne payes pas nécessairement. Si tu tues quelqu'un dans une vie, mais il faut qu'il y ait que ce soit balancé d'une autre vie, ça. Tu tues quelqu'un dans une vie, mais dans une autre vie, peut-être que tu feras des grandes œuvres. Ou tu te feras tuer ou quelque chose. Mais il faut qu'il y ait un équilibre. Ce sont les lois karmiques. C'est des lois très importantes. Mais ce sont des lois astrales. Ces lois-là astrales, bien, ils vont disparaître, ne seront plus nécessaires quand l'homme arrivera à une conscience morontielle, parce qu'un homme qui a une conscience morontielle, il n'est plus régi par les lois karmiques, parce qu'il n'est plus... il ne vit plus sa vie au niveau de l'âme, il vit sa vie au niveau de l'esprit. Oui? Vous aviez déjà parlé de comme en Europe, la France, c'est l'intellect qui ressort la vibration de chaque pays, comme l'Angleterre, l'Italie. Vous n'avez jamais pu reparler, j'aurais aimé ça savoir. Un jour, on va parler. Hein? Un jour, on va parler. Oui, ok. Oui? Combien de fois un humain peut se réincarner? C'est-à-dire sous une autre forme? Ils disent qu'ils ne veulent pas qu'on ait d'idées numériques sur ça. Ils veulent simplement savoir que le phénomène existe. Ils ne veulent pas qu'on ait d'idées numériques. Parce que si on a des idées numériques, ils disent vous allez développer des systèmes numériques. Puis à ce moment-là, bien, l'astral va rentrer en jeu là-dedans, là, puis tout. Là. Parce que si le plan astral utilise toujours l'information qu'ils peuvent donner à l'homme. Puis si l'homme pense, ainsi de suite, mais l'astral peut utiliser cette information-là, puis ça retarde l'évolution du monde. C'est comme les gens qui vont dire, les gens vont aller voir les voyantes, puis ils vont dire, bon ben, la voyante, elle va dire, bon ben, toi, t'étais Napoléon. Il y a bien du monde qui se sont fait dire qu'ils étaient Napoléon, puis peut-être qu'il n'y en a eu qu'un Napoléon, tu sais. Mais ils vont jamais dire, t'étais un petit cul en Afrique.
Tu sais, un voyant ne va jamais dire que tu es un petit gars en Afrique. Tu viens de la Mongolie ou quelque chose. Non, tu étais Napoléon, tu étais César, même tu étais peut-être le Christ, ou tu étais Jean-Paul. Je sais pas. Fait que, il y a bien de l'astral là-dedans, puis ils veulent pas jouer là-dedans, puis ils veulent pas nous amener à jouer là-dedans. C'est pour ça que ce qui est important, c'est que savoir au niveau karmique, c'est que l'incarnation, ça fait partie des lois astrales. Puis combien de fois que l'homme peut s'incarner, il dit c'est sans importance de passer demain. Il dit c'est sans importance. C'est la curiosité de l'ego, ça. Vous n'aurez jamais la preuve de ce que vous pouvez penser de ça, ou de ce qu'il peut vous être dit de ça. Fait qu'à ce moment-là, ça ne sert à rien. Aussitôt que vous avez besoin d'une preuve pour asseoir ce que vous savez, vous perdez votre temps. Fait que c'est pour ça que quand l'homme va passer d'évolution à l'évolution, la curiosité, ça ne fait plus partie de son mental. La réflexion, ça ne fait plus partie de son mental. La mesure, ça ne fait plus partie de son mental. La comparaison, ça ne fait plus partie de son mental. Fait qu'à ce moment-là, l'homme va être libre, au niveau psychologique, au niveau psychique, de savoir des choses, sans pour cela créer des formes qui astraliseraient sa conscience. Fait que c'est une sorte de protection pour nous autres. Même si on n'aime pas ça, dans le temps, éventuellement, on y voit ça. Oui? Lorsque vous parliez de la mort, est-ce que lorsqu'un humain meurt, le fait de faire brûler ou de faire enterrer, au niveau de son énergie, ça change? Pas de problème. Ça change rien? Non. Non. Du moment que vous attendez 3 jours. Il faut attendre un petit peu, là, parce que souvent, quand l'âme sort du corps, elle est désorientée, ainsi de suite. Puis, d'ailleurs, c'est bon, même au niveau des accidents. Il y a une personne qui était rendue à l'autopsie là, en Israël, puis d'un coup, le gars s'est levé sur la table. T'sais. Les médecins ont sauté. Mais, fait que 3 jours, il faut attendre. Il faut donner une chance aux accidents de ne pas se produire. Parce qu'il y a des états de coma, il y a des gens qui ont été enterrés et qui se sont retrouvés avec la main mangée dans le tombeau. Tu sais. Le coma, ça, là? Le coma, c'est la suspension du corps éthérique. Fait que quand le corps éthérique est en suspension, mais tu as l'impression d'être mort, mais tu es là. Et tu vas où? Tu es sur le plan éthérique. Tu fais quoi? Tu fais rien. Ça sert à quoi? Ça fait partie de ton expérience. Ça fait partie de l'expérience karmique. Ça peut faire partie de l'expérience de tes enfants, de ta femme, ton père, les gens qui sont autour. Puis si un jour tu dois mourir, éventuellement, tu vas sortir, tu vas passer à la mort. Tu ne reviendras pas de ton coma. Puis si tu reviens, mais tu vas avoir une expérience particulière. Tu vas dire, qu'est-ce qui s'est passé? Ils vont dire, mais ça fait 2 ans que tu es dans le coma. On dit, 2 ans? Ouais. On est dans le coma, c'est dans le plan éthérique et dans le plan astral. C'est l'Atlas. Quand tu es somnambule, tu es dirigé par une entité astrale. Quand tu es somnambule, c'est une entité astrale qui te dirige, qui prend ton corps là, temporairement et qui se promène avec. Les somnambulistes, ils aiment ça, eux autres, l'autre bord. C'est comme un joyride pour eux autres. Il est à côté. Oui. Oui. Vous avez parlé du rôle des animaux tantôt pour dans aller chercher, moi, quand ça part. Pourtant, je pense un grand respect des animaux, ça, les chats, pas pour le trophée, mais pour apprécier la viande. OK. Je vous donne l'opinion. Je vous donne les différents. Il dit, premièrement, chasser, c'est pas un problème parce que les animaux n'ont pas d'ego. OK? Chasser avec le temps, ça devient un problème pour l'homme. Parce que l'homme devient trop sensible. Parce qu'il dit, avec le temps, l'homme va sentir trop la vibration de l'animal. L'homme ne pourra plus chasser. En attendant, ça fait partie de votre expérience, ça fait partie de votre plaisir de vie, ça fait partie whatever. Il n'y a pas de problème là. Puis ils disent qu'il ne faut pas que vous en fassiez un problème moral. D'ailleurs, vous voulez respecter les animaux, vous les aimez les animaux. Ça fait partie de la vie, ça.
Mais avec le temps, vous ne pourrez plus chasser. Pas parce que ça sera pas parce que ça sera pas bon, et vous ne pourrez plus chasser. Moi, je peux même pas aller à la pêche. Je suis rendu niaiseux de même. Si le poisson ne sont pas dans ma chaloupe, moi. Pourquoi? Parce que je suis trop sensible. Même l'accrocher dans la lèvre, je ne suis pas capable. Mais je suis dans des extrêmes. Si tout le monde est dans des extrêmes comme moi, on n'aura pas de poisson. Il faut réellement voir ça. Moi, ma petite fille, quand elle était jeune, elle voulait aller à la pêche parce qu'on avait un petit lac chez nous. Puis j'avais acheté une petite canne à pêche, j'avais acheté un hameçon. Parce que je ne voulais pas y empêcher de vivre son expérience. Elle était allée à la pêche, puis elle a pogné un petit poisson. Puis elle est rendue au petit poisson, là, elle voulait que je le décroche. J'ai dit non. J'ai dit décroche-le ton petit poisson. Fait qu'elle l'a décroché, puis ça lui a fait tellement mal au cœur, puis tellement de peine, que ça a été son dernier poisson qu'elle a pogné. Ben, je ne pouvais pas interférer avec son expérience. C'est une bonne question, l'affaire de la pêche, parce qu'il y a bien de la chasse, de la pêche, parce qu'il y a bien des gens qui se posent des questions-là. Quand l'affaire de manger de la viande, il y a bien du monde qui se pose des questions. Je vais vous donner une réponse bien large sur toutes ces affaires-là, qui touchent à manger de la viande, tout ça. Il dit, sur le plan matériel, il dit, vous avez la tendance à spiritualiser tout ce que vous faites. Puis à cause de ça, il dit, vous vivez des chocs orthos. L'Indien, lui, il ne spiritualise pas ce qu'il fait. Il s'en va à la chasse, il tue le buffalo, il lève le buffalo, il mange le buffalo. Mais là, nous autres, on est rendu tellement, on se pose tellement de questions philosophiques, spirituelles, ésotériques, là, qu'on est rendu tout tellement capoté. Je parle pas de vous, là. On se pose des questions. Fait qu'on souffre pour rien. Puis il dit les questions que vous posez, ça fait encore partie de l'évolution de la conscience humaine, ça. Fait que c'est normal. Il dit, avec le temps, vous allez apprendre que votre vibration, elle va changer, puis un jour, vous ne pourrez plus aller à la chasse. C'est là que ça va résoudre votre problème. Fait qu'en attendant, ben, chassez, puis prenez-en un bon. Manger de la viande, c'est la même affaire. Il dit, ça fait partie des conditions de la civilisation, ça. Puis il dit, vous ne pouvez pas vous sortir des conditions de la civilisation. Il dit, il y a un karma animal là-dedans, c'est sûr. Il dit, un acte devient violent quand il est mal intentionné. Quand tu manges de la viande, tu n'es pas mal intentionné. Même celui qui est à l'abattoir, il n'est pas mal intentionné. C'est quand vous êtes mal intentionné que là, l'acte devient violent, puis que là, vous vous attirez vous risquez de vous mettre sous des lois karmiques. Moi, je l'ai vu, le karma des animaux sur la terre, le karma de l'homme, là, le karma, les souffrances des animaux sur la terre, c'est abominable. J'ai vu ça une fois dans ma vie, puis je voudrais jamais refaire ça. C'est abominable. C'est pour ça que les animaux, il faut prendre soin de ça. T'sais. Au niveau de la viande, ça fait partie des conditions de la civilisation. Il dit les conditions de votre civilisation, ça fait partie de l'expérience de l'âme, mais ça ne fait pas partie de l'expérience de l'esprit. Parce que l'esprit, il est toujours au-dessus de la forme. Mais l'âme, elle, peut vivre des choses. Là, c'est votre expérience personnelle. Tout ce qui se passe au niveau de la terre, manger de la viande, c'est tout au niveau de l'expérience de l'âme, ça. Les questions qui sont liées à ça, ça fait partie de votre évolution spirituelle. Si vous étiez dans une conscience mentale, vous n'auriez pas ce problème-là, cette question-là. Parce que ça ne ferait pas partie de votre expérience au niveau de l'âme. Il y a bien des gens qui se posent des questions sur ça.
Puis il dit d'ailleurs, il y a des gens qui devraient manger de la viande. Il y a des gens qui ne mangent pas de viande, puis qui devraient manger de la viande, puis en mangeant pas de viande, ils se rendent malades. Il y a des gens qui ne devraient pas manger de viande, puis en mangeant de la viande, ils se rendent malades. Il y a des liens ancestraux entre le royaume animal et l'homme. Il y a eu des périodes dans l'évolution de l'humanité où l'homme a développé un certain type de sang parce qu'il faisait partie d'une société agriculturelle. Une autre phase, l'homme faisait partie des sociétés de chasseurs, donc il a développé un lien pour la viande. Ça fait partie de la génétique, donc tu as un type de sang qui est connecté à ça. Si vous allez contre ces lois fondamentales biologiques-là, même là, vous allez vous rendre malade. Fait que ça prend beaucoup de discernement dans la vie aujourd'hui, parce qu'on est confronté constamment avec des dilemmes, puis un questionnement par rapport à la valeur spirituelle qu'on recherche et les attributs de la forme. Fait que, cassez-vous pas trop la tête, là. Sans ça, vous allez être malheureux pour rien, puis vous allez manger du poisson quand vous devriez manger de la viande. Oui? Moi, j'ai des lignées de 3 milliards. J'ai d'enfants. Dites-moi pas c'est Ramsès II. Allez. Je vous réponds. C'est une question personnelle. Je ne vous répondrai pas ça tout de suite. On se répondra ça tout seul. Ça ne regarde pas le monde. Ça. Question générale. Pour tout le monde. Jamais des questions personnelles. Je ne répondrai jamais. Oui. J'essaie de faire le lien avec la dernière conférence. La conférence ici. Tu as parlé tout à l'heure que dans 400-800 ans, tout à l'heure, que là, l'homme va perdre son corps physique. Il va être comme l'homme, quand je parle de l'homme conscient. Là, mon ancien dit. Il va être dans le centre de la Terre, là, en forme morontienne. Oui. Puis la dernière conférence a dit que normalement un plan de vie bien fait, quelqu'un qui meurt pour se réincarner, c'est à tous les 400-800 ans. Ça veut dire que si on fait un lien que ceux, exemple, qui sont ici, la plupart des gens qui sont ici, s'ils meurent ou en mourant, là, ben, pas 600 ans, là, ils se réincarneraient tous comme dans 700-800 ans, puis là, c'est le prochain système de vie, ça serait... Vous pouvez pas faire d'analogie, là. Je parle de l'humanité, là. Je parle de l'homme conscient, là. OK. D'autres questions? Oui? C'est quoi la maturité émotive? Ah, ça, c'est des questions intéressantes. La maturité émotive, c'est celle qui ne vous fait pas souffrir. Quand vous souffrez au niveau de l'émotion, automatiquement, il y a un manque de maturité parce qu'il y a un manque de connexion entre l'émotion et le mental. Fait que si vous êtes bien sensible, bien, c'est facile. Si vous êtes trop sensible, bien, c'est facile pour vous de souffrir au niveau émotionnel. Puis à ce moment-là, bien, pour eux autres, c'est un manque de stabilité entre le corps mental et le corps émotionnel. Fait que ça crée ce que vous appelez le manque de maturité émotive. Plus l'homme va devenir conscient, plus ça va stabiliser ces deux énergies-là. Puis moins l'émotion va affecter sa conscience, donc son comportement psychologique, ses réactions, ses relations, et ainsi de suite. L'homme souffre beaucoup à cause de son émotivité. Je parlais dernièrement à deux homosexuels, là, puis il y en a un qui me disait, c'est incroyable, je l'aime tellement, il dit, je suis en train de me rendre malade. Tu sais? Bon, j'ai dit, tu te rends malade, tu te rends malade parce que t'es pas assez mûr, t'es comme un petit enfant, ça c'est un homme de 45 ans, tu sais, j'ai dit, tu te conduis comme un petit gars de 17 ans. J'ai dit, laisse-les vivre. Ben ouais, mais il dit, si je le laisse aller, il va aller se trouver quelqu'un d'un club. Ben oui, mais j'ai dit, ça fait partie de son feu, ça fait partie de son fun, ça fait partie de son plaisir. J'ai dit, tu le sais, des clubs d'homosexuels, pour les homosexuels, c'est des églises. C'est un free-for-all pour eux autres, c'est le fun. C'est plus stabilisé aujourd'hui, mais pour eux autres, c'est une église. C'est une communauté, c'est là qu'ils rencontrent leur partenaire. Puis j'ai dit, un homosexuel, souvent, ça en cherche toujours un autre, parce qu'ils ne sont jamais satisfaits. Ben, j'ai dit, tant que ça ne sera pas stabilisé entre toi et lui, mais j'ai dit, tu vas souffrir pour rien. Il dit, ah oui, c'est une vraie vache. Ben oui, c'est une vraie vache. J'ai dit, garde les thèmes que tu utilises, là, c'est une vache. J'ai dit, c'est plein d'émotions là-dedans. Je comprends que tu souffres. Par contre, est toujours dû à la non-compréhension
la souffrance est toujours due fondamentalement à de l'inconscience. L'inconscience amène à la non-compréhension. Puis la non-compréhension, ça vous fixe dans un état psychologique qui souvent est difficile à changer. Vous êtes très, très manipulé, l'homme, dans l'émotion, à travers l'émotion. Beaucoup de manipulation dans le mental. Si vous regardez la connexion entre vos émotions et la mentalité ou les pensées que vous pensez quand vos émotions sont troublées, c'est abominable. Ils peuvent vous passer n'importe quoi par le cadran, puis là, vous souffrez, c'est sûr. Parce que l'homme a pas assez de conscience. L'homme n'est pas conscient de la manipulation. Donc, il faut faire bien attention dans une situation où vous souffrez émotivement, parce que c'est là que vous êtes utilisé comme cobaye au niveau de l'évolution. Que vous en rendiez compte, ou que vous en rendiez pas compte, l'homme est utilisé comme cobaye. Donc à ce moment-là, il y a toutes sortes d'impressions qui s'enregistrent au niveau de l'âme, puis l'enregistrement des impressions au niveau de l'âme, c'est un catalogue universel, ça, c'est vaste. C'est infini, cette affaire-là, puis c'est très, très nécessaire pour l'évolution des plans de vie. Ça leur sert tout. Il n'y a rien qui est perdu dans l'expérience de l'homme au niveau des plans subtils. Seulement, c'est nous autres qui payent le prix là-dedans. C'est nous autres les vaches à lait là-dedans. C'est nous autres les boucs émissaires. Des portes de sortie, c'est la réalisation qu'on est très, très manipulé lorsqu'on est mis en vibration émotionnelle. C'est là qu'il faut qu'on se watch. Voir la game. Pourquoi la voir, la game? Regardez-les ce qui se passe dans vos pensées quand votre chum vient de vous laisser, ou votre femme vient de vous laisser, ou votre mari vient de se trouver une petite popoune. Regardez ce qui se passe dans votre mental. Les crises de jalousie que vous vivez. Parce que là, ils vont vous charrier. Puis ça dépend avec qui est-ce que vous êtes connecté de l'autre bord. Si vous êtes connecté avec une entité astrale de basse vibration, là, ils vont vous charrier. C'est là qui vous amène à vivre des grandes dépressions, des grandes crises, puis à devenir suicidaire. C'est des entités astrales, ça, qui amènent l'homme à devenir suicidaire. L'ego, ça ne se suicide pas tout seul. Fait que checkez ça, les émotions. Moi, je suis même pas capable. Moi, si j'étais avec une femme, je serais jamais capable d'y exprimer mon amour comme vous autres, vous le faites. S'il faudrait que j'exprime mon amour à une femme comme vous autres, vous le faites, là, bien, je deviendrai malade. Faut que j'en donne, faut que je le dise un petit peu, là. Faut que j'en donne un petit peu. Mais vous autres, je serais pas capable. Je me mettrais bien trop en vibration. Je passerais mon temps à pleurer. Des déclarations d'amour que j'entends souvent, là. Moi, je me saoule. Ça, c'est sûr. Ça va loin, l'affaire. Même chose pour les animaux. Les animaux, il faut que je les aime, mais pas trop. Il faudrait que j'aime les animaux comme je peux les aimer, mais je souffrirais bien trop. Ben, l'amour, c'est une énergie cosmique qui est vécue au niveau du corps astral, mais il faut que ça soit balancé au niveau du corps mental. Sans ça, tu vis des états abominables. Le balancement, c'est dans la réalisation que aimer, c'est fait pour engendrer un grand plaisir de vie, mais non pas un asservissement de l'être à un sentiment ou à une passion. L'inquisition? Bien, ça fait partie de nous autres, ça fait partie de notre conscience, mais ce qui arrive chez l'homme de l'évolution, c'est que l'amour devient éventuellement une vibration qui l'asservit dans un sentiment, puis une fois qu'il est asservi dans son sentiment, il perd son identité. Moi, j'ai des femmes qui me disent, je suis folle de lui, là, je me ferais sauter pour cet homme-là, tu sais. Ou le gars qui va dire, je suis capoté sur cette femme-là. Tu sais, ben, prends un break, là. Tu sais. Capote sur toi-même, arrête de capoter sur une femme ou sur un homme. Aimer une femme, c'est une chose.